Benjamin Barthes, bonjour. Bonjour. Très heureux de t'accueillir pour ces entretiens confinés de l'IREMO. Hey, On va parler un peu de l'Arabie Saoudite et du Golfe face à l'épidémie actuelle. Et ouais. pour commencer un peu, quel est, enfin, à ta connaissance, le bilan de l'épidémie à cette phase-là, en tout cas en Arabie Saoudite et dans le Golfe? Il y a eu des rumeurs qui ont circulé d'une épidémie qui aurait fait beaucoup plus de morts qu'annoncé. Écoute, j'ai pas vu ces rumeurs. Les chiffres qu'on a, enfin du moins ceux que j'ai relevés hier, j'ai pas fait le calcul, mais on était à quelque chose comme 300 et quelques morts dans le Golfe, donc tout compris les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, Qatar, Koweït et Oman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les chiffres, en tout cas, bon, encore une fois, les chiffres officiels recoupent les chiffres, comment dire, la hiérarchie en termes de décès recoupe la hiérarchie en termes démographiques de manière très très claire. C'est-à-dire que le pays le plus impacté, c'est évidemment l'Arabie Saoudite, qui a une trentaine de millions d'habitants. Vient ensuite les Émirats arabes unis, qui ont 9-10 millions d'habitants, et ainsi de suite jusqu'à Bahreïn, qui est le pays le moins peuplé, et qui a uniquement et qui est le moins touché. Donc il y a 8 décès à Bahreïn, alors qu'en Arabie Saoudite, tout en haut de l'échelle démographique, hier soir, il y en avait 176. Voilà. Donc il y a une hiérarchie selon la taille démographique du pays, principalement, qui évidemment sont commune mesure avec les taux de mortalité qu'on a eu en Europe. Hein. Il y a un particularisme dans le Golfe, on en parlera sûrement, qui est aussi un particularisme, j'ai l'impression, dans tout le Proche-Orient, qui est une région que l'on pensait surexposée au Covid et qui finalement, sous réserve, comment dire, de gisements de décès qui nous auraient été cachés, mais ça me paraît assez improbable. Il y a sûrement eu des décès cachés, mais d'une ampleur telle à renverser complètement la comptabilité, ça m'étonnerait. Le Moyen-Orient reste étonnamment, en dépit de facteurs objectifs qui auraient pu l'exposer énormément et le rendre extrêmement vulnérable à l'épidémie, le Moyen-Orient reste assez peu touché. Ce qui est intéressant, je crois, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi l'épidémie n'a pas eu des dégâts plus importants dans le Golfe. La question se pose pour toute la région proche-orientale. Je crois que dans le Golfe, il y a des facteurs qui sont à relever. C'est d'une part la jeunesse de la population, pas tant la jeunesse de la population arabe, qui certes est jeune, mais qui est extrêmement minoritaire dans ces pays, et la jeunesse de la population migrante. Hein. Il s'agit de jeunes hommes d'une vingtaine d'années, hein, les Népalais qui sont la main-d'œuvre de prédilection des pétromonarchies pour construire leurs palais, leurs stades, etc. Les Népalais, généralement, sont des gamins entre 18 et 25 ans. Donc, évidemment, moins disposés à développer une forme sévère, voire potentiellement létale de la maladie, du Covid-19. Ça, c'est un premier point. Après, il y a eu les mesures que j'ai évoquées rapidement, les mesures d'isolement prises très vite, et notamment la plus importante qui a été la fermeture de la Mecque aux pèlerins désireux d'aller faire la Umrah, le petit pèlerinage qui est praticable toute l'année. Donc ça a empêché des milliers, des dizaines de milliers de musulmans, de pèlerins musulmans de venir en Arabie Saoudite. Et cet isolement, cette fermeture de la Mecque, on l'a revu à échelle plus petite, avec des mises en quarantaine de différents foyers d'infection en Arabie Saoudite, au Qatar, je l'ai mentionné. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose de peut-être important à mentionner, c'est que l'Arabie Saoudite a eu, on l'a oublié, hein, mais a eu l'expérience d'une précédente épidémie il y a quelques années, c'était en 2012,
l'Arabie Saoudite a été attaquée par ce qu'on a appelé le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, qui est une forme de coronavirus qui, dans les formes sévères, aboutit à des pneumonies aiguës, voire des défaillances du foie et donc est mortel. Et ce MERS avait causé, alors j'ai essayé de retrouver le bilan total, mais en 2014, d'après un article de la BBC, on était déjà à 280 morts. Donc on l'a un peu oublié, mais l'Arabie Saoudite à l'époque, c'était une vraie urgence sanitaire. Ce MERS n'a pas véritablement dépassé les limites du Moyen-Orient. Il y a eu quelques cas ici et là en Occident, mais véritablement anecdotiques. Mais dans le Golfe, c'était quelque chose de très important. Et je pense que l'Arabie Saoudite a développé un savoir-faire et des réflexes à cette époque qui l'ont été utiles pour cette crise-là. Un autre pays qui a sûrement profité d'une expérience, d'une certaine accumulation d'expérience, c'est le Qatar. Alors, pas tant parce qu'il a été confronté effectivement, lui aussi, au MERS, mais de manière moins massive. En revanche, le Qatar, lui, s'est retrouvé sous blocus il y a quelques années. Rappelez-vous, 2017, les voisins du Qatar se retournent contre lui, coupent tous les liens économiques, diplomatiques, coupent les frontières, etc. Et le Qatar a dû développer, à partir de ce moment-là, une capacité d'autosuffisance dans beaucoup de domaines. Donc, ça a été une vraie remise en cause pour les administrations publiques, pour le secteur privé aussi d'une certaine façon. Et ça a mené le Qatar à développer, à accumuler des stocks d'urgence, à développer des savoir-faire qu'il n'avait pas jusque-là parce qu'il avait tendance à se reposer sur ses voisins ou sur la possibilité de faire venir une main-d'œuvre étrangère, etc. Donc, il est probable aussi que le Qatar, d'une certaine façon, ait profité de cette mésaventure en 2017 pour développer des savoir-faire qui lui sont utiles aujourd'hui vis-à-vis du coronavirus. Au fond, les pays vraiment touchés, c'est l'Iran, on le sait, très tôt d'ailleurs, et la Turquie. C'est là où on a la mortalité la plus forte. Mais effectivement, le reste, y compris Gaza, on en a parlé avec Ziad Tour, c'est assez étonnant, quoi, parce que comme si l'embargo finissait par avoir un aspect positif. C'est quand même assez paradoxal. Exactement. Avant de venir à l'analyse de la stratégie ou des stratégies mises en œuvre, peut-être il faut dire un mot du système sanitaire en Arabie Saoudite et dans le Golfe, ou plutôt des systèmes sanitaires, parce que c'est des sociétés extrêmement clivées entre une partie très très riche et une masse très très pauvre. J'imagine que le système sanitaire reflète un peu, il y a deux systèmes au fond disponibles, quoi, selon qu'on est riche ou pauvre. Oui, il y a deux systèmes, mais je pense que ces systèmes sanitaires ont relativement bien fonctionné parce que 180 morts en Arabie Saoudite sur une population de 33 millions, c'est somme toute assez peu. L'un des cas assez étonnants aussi, c'est le Qatar, où il y a eu beaucoup de cas rapportés à la population du pays, 14 000 cas et seulement 12 décès. Donc, il y a quand même eu une prise en charge des malades qui me semble relativement correcte. Et je pense que ces pays, connaissant leur vulnérabilité et sachant très bien que l'épidémie allait toucher en priorité les classes défavorisées. Les classes défavorisées dans ces pays, ce sont les classes étrangères, les travailleurs migrants. Ces pays, sachant d'une part cela, d'autre part le fait que la population est en contact direct, obligée avec cette population. Le chef de chantier va être en contact avec les travailleurs. Les familles qui ont des employés domestiques sont évidemment en contact avec leurs domestiques à la maison. Donc, il y a eu une urgence à, d'une part, isoler les clusters, les foyers de propagation du virus dans ces pays-là. On l'a vu très, très vite, notamment au Qatar, l'une des régions où sont implantés, où vivent
beaucoup de travailleurs migrants qui s'appelle la zone industrielle, qui est au nord de Doha, qui ressemble à un endroit assez terrible. C'est un peu la salle des machines du miracle qatari, qui est un espace énorme où il y a à la fois des hangars, des entrepôts, des usines et des camps pour les travailleurs. Cette zone industrielle a été fermée, elle a été mise en quarantaine très très vite au début de l'épidémie. Et elle n'a rouvert que très récemment, il y a quelques jours. Donc, ils ont été en quarantaine pendant plus d'un mois, ce qui a permis, je pense, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Qatar a réussi à éviter une plus grosse propagation de l'épidémie sur son territoire. Voilà. Benjamin, si je te comprends bien, oui. Ça veut dire que toutes ces populations étrangères qui d'habitude sont traitées de manière assez terrible, quoi, elles ont été prises en charge par le système pour éviter une contagion à la population locale. Enfin, on peut regarder ça de deux façons, mais je pense que ces deux points de vue doivent cohabiter. D'une part, toute cette population n'a pas été confinée parce qu'on leur a demandé de continuer à travailler. Donc, au même moment où les populations autochtones de ces pays-là, qui sont des gens qui travaillent soit dans les administrations, soit dans le secteur tertiaire, les services, etc. Donc, au moment où toutes ces populations se calfeutraient chez eux et faisaient beaucoup de télétravail, la main-d'œuvre industrielle, donc évidemment les petites mains asiatiques, les Népalais, les Pakistanais, etc., étaient sommés de continuer à travailler. Donc là-dessus, ces pays ont essayé de mettre en place des mesures de barrières prophylactiques pour éviter la propagation sur les sites de construction du virus. Maintenant, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions, arriver à éviter que 1 millier ou 2000 travailleurs sur un chantier de stade pour le mondial au Qatar ne se croisent pas, n'échangent pas les mêmes outils, etc. C'est relativement peu probable. Donc, la contrepartie de ça, c'est effectivement que les services sanitaires, les réseaux d'hôpitaux ont été mis à disposition de ces populations-là. Je sais que le Qatar, notamment, a mis en place de nombreuses mesures pour essayer de limiter les difficultés des populations mises en quarantaine dans la zone industrielle. Et notamment, le Qatar a décidé une couverture intégrale du salaire des ouvriers qui, à cause de cette quarantaine, ne pouvaient plus aller travailler et donc ne percevaient plus leur salaire. Je ne suis pas allé vérifier si cette mesure a été effectivement mise en place, mais en tout cas, ça a été annoncé. Donc, il y a eu, je pense, des efforts faits par les autorités pour permettre à ces populations de passer cette mauvaise phase de la manière la plus efficace qui soit. Si on regarde à l'autre bout de la société, les informations qui ont circulé, c'est qu'il y avait beaucoup de panique dans la famille royale saoudienne, que le roi est confiné, le roi Salman, ailleurs que son fils et successeur vraisemblable ou présumé. Enfin, on a parlé quand même d'une certaine panique dans cette situation. C'est aussi des informations. Oui, effectivement. Juste une chose, un autre exemple, je reviens sur le précédent développement. Autre mesure, alors là, qui a été mise en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a décrété que tous les travailleurs migrants, toutes les populations étrangères qui auraient été susceptibles d'être contaminés et qui voulaient se faire tester pouvaient accéder aux structures sanitaires du pays, et que même ceux qui n'étaient pas en règle, c'est-à-dire les migrants qui ont dépassé la durée de validité de leur visa de travail et qui sont restés dans le pays, donc les clandestins, entre guillemets, pouvaient venir se signaler et étaient soignés sans que leur statut illégal de clandestin ne leur soit reproché.
Donc, pour revenir à la question que tu soulevais, la famille royale, oui, effectivement, le New York Times a révélé que le virus avait gagné la famille royale. Il y a quelques semaines, le chiffre de 150 membres de la famille royale a été cité. Je ne sais pas où on en est à l'heure d'aujourd'hui. C'est une grande famille quand même. Hein. Pardon ? C'est une très grande famille quand même. Voilà, évidemment. Donc, quelque part, il est complètement logique que le clan Saoud, qui est très, très nombreux, soit lui aussi touché par le virus. Mais c'est effectivement une raison parmi d'autres qui a sûrement incité la couronne à prendre très au sérieux l'épidémie, à mettre en place des mesures de quarantaine, à faire tout un travail de conscientisation auprès des populations étrangères, les gestes barrières, l'isolement, etc., pour éviter une catastrophe qui aurait pu être extrêmement préjudiciable à cette famille qui est évidemment la détentrice du pouvoir en Arabie Saoudite. Alors, essayons d'en venir peut-être aux conséquences économiques, sociales et politiques de l'épidémie. Quid de la question du pétrole? On en a parlé avec Francis Perrin assez longuement, mais ce serait intéressant de voir du côté saoudien, en particulier du projet de Ben Salman de privatiser une partie de l'Aramco, qui, dans cette situation d'effondrement des cours, doit être remise en cause, je ne sais pas. La question du déficit budgétaire qui préoccupe beaucoup l'Arabie Saoudite, compte tenu des investissements prévus pour la vision 2000, et puis plus généralement l'évolution du pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en œuvre par Mohamed Ben Salman depuis 2 ou 3 ans. Est-ce que ça se poursuit, cette espèce de concentration du pouvoir et d'un pouvoir encore plus répressif, si possible, qu'il ne l'était auparavant? Oui. Alors, la situation pétrolière, elle est évidemment le double produit de l'effondrement de la demande mondiale suite au confinement généralisé qu'a connu une bonne moitié de notre planète. Et puis, il est dû autre chose, et ça avait commencé avant même le confinement, à la guerre des prix dans laquelle s'est lancé de manière peut-être un peu imprudente le prince héritier Mohamed Ben Salman avec les États-Unis et avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc les deux phénomènes se sont auto-nourris et aujourd'hui on est à un pétrole qui a moins de 30 $ le baril, alors que l'Arabie Saoudite, pour équilibrer son budget, a besoin d'un baril à 76 $. Donc, on voit bien le décalage énorme entre ce qu'il faudrait et ce qui est disponible aujourd'hui. Cette situation qui va évidemment entraîner un très gros déficit budgétaire en Arabie Saoudite, traditionnellement, les Saoudiens tentent de pallier les effets des déficits budgétaires en recourant à des émissions de dette. Donc des bons du Trésor, des obligations d'État, ils vont sur le marché de la dette, sur les marchés internationaux. L'Arabie Saoudite se prépare à une très grosse émission de dette dans les prochaines semaines. Et leur souci, évidemment, c'est de puiser le moins possible dans leurs réserves pour colmater l'hémorragie budgétaire. Maintenant, ils sont malgré tout obligés, dans des situations d'urgence comme celle-là, de puiser dans les réserves. Et ces réserves, ce qui est intéressant et peut-être inquiétant pour l'Arabie Saoudite, ces réserves qui sont énormes, mais on voit qu'elles sont en train de baisser de manière significative. Elles sont au plus bas depuis environ 10 ans, c'est-à-dire le début des années 2010. Après, il y a eu l'envol des prix du pétrole à 2014, où là, il y a eu des réserves énormes. Et puis 2014, cette baisse, 2014, on était un baril de pétrole à plus de 100 $. Et puis, il y a eu un effondrement très, très fort dans la seconde moitié de 2014 et qui a continué avec des hauts et des bas. Et puis, on est aujourd'hui à moins de 30 $.
Donc, ces réserves sont en train d'être grignotées, lentement mais sûrement. Et rien qu'au mois de mars, d'après l'agence de notation Moody's, les réserves de la Banque centrale saoudienne auraient baissé de 5%, 27 milliards de dollars, ce qui est évidemment quelque chose de très conséquent. Et voilà, donc tout cela a in fine un impact sur le ratio entre la dette et le PIB. Ce ratio était traditionnellement très faible en Arabie Saoudite, comme dans tout, enfin l'essentiel des pays du Golfe, ce qui leur permet de s'endetter, de faire des emprunts sur les marchés internationaux avec des taux d'intérêt très bas. Donc ça, c'est traditionnellement la grande force économique de l'Arabie Saoudite, c'est de pouvoir s'endetter à bas coût. Mais là, le ratio entre la dette et le PIB est en train de monter de manière assez importante. Toujours selon l'agence de notation Moody's, ce ratio était à 23%, donc une dette équivalente à 23% du PIB, et il serait monté à 38% fin avril. Donc là encore, on voit une détérioration des fondamentaux de l'économie saoudienne. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on est au début de la fin de l'âge d'or des pays du Golfe et des pétromonarchies. Moi, je me méfie un peu de ces grandes annonces un peu catastrophiques. Il faut voir comment va évoluer le pétrole à partir du moment où le déconfinement sera complet et la demande va quand même remonter très fortement sur la planète. Donc, ça aura une incidence sur les prix du pétrole. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des marchés pétroliers, mais bon, la situation actuelle est exceptionnelle et j'imagine que les autorités saoudiennes espèrent sinon une remontée du pétrole au niveau auquel il était avant la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis, mais en tout cas peut-être une remontée autour de 40-50 dollars le pétrole, ce qui ne sera toujours pas le niveau du point d'équilibre budgétaire, mais sera bien meilleur que les 30 dollars actuels. Je sais, Benjamin, que tu es un spécialiste de l'Arabie Saoudite et du Golfe et pas du Yémen, mais quand même, on est tenté de faire un lien entre ce que tu viens de dire de la situation économique relativement inquiétante pour MBS et pour les dirigeants de l'Arabie Saoudite, compléter ou proroger la trêve qu'ils observeraient, je mets des conditionnels, dans la guerre du Yémen. On a l'impression d'une volonté d'essayer de se retirer un peu du piège qu'ils ont eux-mêmes créé. En fait. Oui, ça a toujours été, enfin, en tout cas, c'est depuis quelques mois, avant même le début de l'épidémie, c'est l'une des volontés de Mohammed Ben Salman qui a dépêché l'un de ses frères, Khaled Ben Salman, déjà, je crois, à la fin de l'année dernière, ou peut-être au début de cette année. Khaled Ben Salman est allé négocier avec les Houthis, donc la rébellion pro-iranienne yéménite. Il est allé négocier avec eux à Oman, mais pour l'instant, ces négociations n'ont pas débouché. Il n'est pas impossible que l'offre de trêve qui a été présentée à la rébellion Houthi il y a quelques semaines, au début de l'épidémie, ait été une mesure destinée à faire étalage de la bonne volonté saoudienne à un moment où les organisations internationales, les organisations de défense des droits de l'homme, etc., le sommet de cesser d'ajouter une calamité à une autre calamité sur ce pauvre pays du Yémen qui est accablé de beaucoup de maux. Donc, il y a eu cette décision. Est-ce qu'elle sera maintenue une fois que l'épidémie sera sous contrôle? J'en suis pas certain parce que les Houthis, eux, ne donnent pas véritablement l'impression de vouloir composer, être prêts à négocier
un accord de partage du pouvoir, etc. J'ai plus eu l'impression qu'ils en ont profité pour avancer leurs pions au Yémen. Et donc, inévitablement, cette avancée des Houthis va à nouveau réactionner le complexe obsidional saoudien, cette espèce de peur de l'encerclement par les acteurs non étatiques à la solde de l'Iran. C'est comme ça que c'est vu en Arabie saoudite. Hein. Il y a les milices pro-iraniennes en Irak, il y a le Hezbollah au Liban, il y a les Houthis au Yémen. Et voilà, côté saoudien, il y a ce sentiment, justifié ou non, mais c'est la manière dont il est lu en Arabie saoudite, ce sentiment d'un encerclement stratégique, d'où c'était leur calcul à l'époque, la nécessité, le calcul qu'ils ont fait en 2005, la nécessité de casser cet encerclement, d'éviter que les Houthis deviennent un Hezbollah yéménite d'une certaine façon, en passant à l'attaque au Yémen. Ça a évidemment été un calcul catastrophique. Est-ce que les dégâts ont atteint un niveau suffisant pour que Mohammed Ben Salman juge qu'il est davantage dans son intérêt de se retirer, quand bien même ce serait un retrait assez piteux? Je ne sais pas. Inch'Allah, comme on dit dans la région. Merci Voilà. infiniment, Benjamin, pour tous ces éclairages. Et puis, prenez soin de vous, toi et ta petite famille.